Bienvenue. Le Bénin vit sous tension depuis quelques jours. La crise sociopolitique s'enlise. Les voyants sont au rouge au Bénin depuis le 28 avril 2019, jour du scrutin législatif. On se rappelle encore, les partis politiques de l'opposition n'ont pu participer à ces élections législatives à l'issue d'un processus qualifié d'exclusion. Dans cette émission, nous parlons des actes de violence observé ces derniers jours à Cotonou, à Tchaourou, à Banté dans le centre du pays, à Parakou notamment au nord du Bénin, la destruction des infrastructures et surtout les pertes en vie humaine. Le flou, allez dire, persiste encore autour des cas de décès, les circonstances dans lesquelles les Béninois ont donc trouvé la mort. Ces cas de décès nourrissent encore des polémiques au pays. Nous parlons des tirs à balles réelles qui auraient précipité certains Béninois dans l'au-delà et la polémique également autour des dossiers médicaux devant donc servir de preuve pour attester ou infirmer certaines allégations. Saturnin Djossou, vous avez vécu ces dernières heures au Bénin. Je présume, vous avez suivi ces actes. La première heure, j'étais où là? Certainement, vous étiez hors du pays, comme bon nombre de concitoyens qui ont préféré prendre bagage, je ne vous le cache pas, qui ont préféré observer un séjour hors du pays pendant ces heures chaudes. Hein. Je présume que vous avez suivi ces actes de vandalisme à Cotonou, le 1er, le 2 mai, mais un peu plus tôt, le 28 avril également, il y a eu des heures qui se sont éclatées entre population et forces de sécurité publique. Finalement, quel regard vous portez sur cette attitude des populations et cette réponse chaude apportée par les forces armées béninoises? La violence sous toutes ses formes est à proscrire. On ne saurait dire que parce que des populations sont mécontentes des élections législatives qu'on a tenues dans les conditions que nous connaissons, sans les partis de l'opposition et d'autres partis qui, a priori, n'étaient pas de l'opposition et qui avaient souhaité quand même y participer, on ne saurait prétester de cela pour justifier des actes de violence qui ont été commis. Des maisons privées, des sociétés privées, j'allais dire, qui ont été brûlées. Même si d'autres voix plus autorisées, quand même, plus expérimentées par la suite, sont montées au créneau nous dire que partout où il y a eu soulèvement de population, il y a toujours eu casse et que ce n'est pas le propre du Bénin. Ce n'est pas une raison pour moi, comme je le disais, d'encourager ces actes de violence. On peut en dénombrer. Je disais la dernière fois, je crois, dans un milieu que au Soudan, récemment, je crois qu'Omar El-Béchi a dû partir et je crois qu'on n'a pas eu à noter autant d'actes de violence comme on en a connu chez nous. Il a été tout simplement déposé par ces mêmes frères d'armes. Oui, peut-être parce que ça n'a pas été ensanglanté, parce que l'armée était du côté des manifestants qui étaient dans la rue. Ici, ce n'était pas le cas. Des populations qui ont manifesté leur désir de voir ces élections être des élections inclusives, qui ne l'ont pas eu. Certains citoyens ont préféré rester chez eux. D'autres sont sortis aller voter. D'autres encore sont sortis pour aller empêcher les uns et les autres de voter. Les actes de violence, disais-je, ne sont pas à encourager. Mais quand on en connaît, il appartient aux autorités du pays, qui sont détentrices, puisque j'ai parlé d'autorité, de la force publique, de savoir comment s'organiser pour contenir, je vais dire, ces actes, ces manifestations, ces coups de colère, ces soulèvements que nous connaissons. C'est ne pas savoir s'y prendre qui amène parfois le drame. Et je crois que c'est ce que nous déplorons chez nous ici. Au-delà des actes de violence, l'usage excessif de la force, l'usage de la force par des hommes armés en face des populations qui ont, oui, quelques armes, mais des armes qui n'équivalent pas à celles qu'on a pu pointer contre ces populations-là. Les dégâts sont là, nous déplorons, avec la particularité, c'est ça qui m'attriste le plus, que les victimes qu'on a connues
Je vais parler de cette dame dont vous parliez dans l'introduction. Oui, nous allons tout à l'heure revenir donc sur le cas typique donc de cette dame-là. Non seulement elle, c'est comme pour dire que les victimes que nous avons connues jusqu'ici ont été des victimes collatérales, est-ce qu'il faut ainsi dire, parce que c'est des personnes qui, selon les témoignages, n'avaient pas a priori rien à voir avec les manifestations, étaient dans leur milieu de vie ou vaquaient à leurs occupations. Voilà. Alors, Vigile Avancé, nous n'allons pas pour le moment nous intéresser voilà, à la nature des armes forcément utilisées par non seulement d'un côté les forces de défense, des forces de sécurité publique et également des manifestants. Mais vous, en tant qu'observateur, quel regard vous portez sur finalement le Béninois qualifié de pacifique, le Béninois qui est qualifié voilà, avec une hospitalité légendaire et tout ça, mais que en une fraction de seconde que tout le pays s'embrase? Non, il est clair que c'est une fiction que de qualifier un peuple de pacifique au point de penser que, eh bien, en lui ne dort pas la violence, en lui ne dort pas la potentialité, n'est-ce pas, de pouvoir poser des actes comme nous en avons vu, comme nous en déplorons tous. Vous avez beaucoup de voix se sont élevées donc pour déplorer, n'est-ce pas, disons, les causes qui nous ont conduits à ces événements-là. Parce que je crois que, comme on en entend ces derniers temps, il ne serait pas juste, n'est-ce pas, de se pencher sur ces violences qu'on déplore, évidemment, sans aller, n'est-ce pas, aux causes, les causes qui ont conduit, n'est-ce pas, à ces conséquences. Je pense que les responsabilités sont à situer partout. Il ne suffit pas seulement de voir les violences, comme je dis, qu'on déplore encore une fois, et n'est-ce pas, seulement incriminer les manifestants qui sont allés jusqu'à ces extrêmes-là. Je pense que des manifestants ou des populations jetées à elles-mêmes, abandonnées à elles-mêmes, avec, n'est-ce pas, ces élans qu'on voyait venir, parce que, comme vous avez dit, la violence, c'était déjà le 28. Et beaucoup d'observateurs avaient déploré que, eh bien, ce qui a été vu le 1er et le 2 mai, que cela ne soit déjà le théâtre qu'allait être le Bénin le 28. Heureusement. Mais comment on en est arrivé à ces violences du 1er, n'est-ce pas? C'était presque contre toute attente, même si on peut dire que la veille déjà, beaucoup n'ont pas fait attention. On avait été un peu préparé à cela à travers tout au moins une chaîne de télévision qui avait annoncé un projet du genre, en tout cas un acteur qui avait indiqué que ce qu'il fallait au mieux, c'était donc d'arrêter la personne incriminée, à savoir Boni, celui dont on est allé donc... Est-ce que justement ces gens de personnalités dans la République ne sont pas des pyromanes qui veulent mettre le feu au poudre? Non, c'est comme vous dites, voilà, vous avez dit que les Béninois sont pacifiques devant l'Éternel, tout comme dans le pays et dans tous les pays, il y a de ces genres d'acteurs. Comme tous les acteurs en politique, vous en trouverez qui sont locataires de tous les régimes, qui professent seulement le bien de ceux qui sont là et qui adhèrent à tous les régimes. Tout comme vous en aurez qui sont posants devant l'Éternel à tous les régimes. Vous avez un peu de tout dans un pays. Et c'est pourquoi il est illusoire de voir les gens chanter ce qu'ils chantent. Le Béninois ne va jamais à la violence. C'est justement ces genres de discours qui nous conduisent à ces genres de violence, à ces genres d'extrême. Bon, on en est là. On espère que ça va être rapidement endigué, qu'on va surtout penser les plaies. Penser les plaies, non pas comme on en entend parler, à juste acheter des magnétophones, commencer par jouer des cassettes d'hymnes pour la paix. Moi, je pense que ça ne suffirait pas parce que à guérir de cette manière-là, vous risquez dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années peut-être à venir, voir cette démon-là ressurgir pour perturber encore une fois, n'est-ce pas, l'histoire de ce pays, ce qui serait déplorable. Il y a des initiatives de la paix qui s'annoncent, notamment le clergé catholique. J'espère que, eh bien, les acteurs, les différents acteurs vont s'entendre sur ce qu'ils veulent, comment conduire donc ce processus de médiation et qu'on puisse
sortis de cette affaire. Le Richard Tindeou, des Béninois mécontents, frustrés, ont décidé de se carter de la voie du dialogue pour manifester le mécontentement dans la rue en tant que citoyen. Et d'ailleurs, les opposants se réclament être partie prenante de ce peuple souverain, le pouvoir disposant donc de la violence légitime. On a eu donc ces heures-là qu'on a constatées. Vous l'avez dit, mais avant tout propos, je tiens quand même à saluer l'âme de tous ceux-là qui nous ont quittés, ceux-là qui ont perdu la vie au cours de ces heures-là, parce que une vie humaine, on ne peut quand même la substituer à rien. À combien peut-on acheter une vie humaine si nous ne sommes pas capables de pouvoir donner une vie, enfin, si ce n'est peut-être pas de façon naturelle, l'occasion que nous avons peut-être, d'accord, de féconder une femme ou donc de garder une grossesse. Au-delà de ça, je me dis, une vie humaine est quand même chère. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a plusieurs qui ont perdu la vie. Et dommage pour notre pays, le Bénin. On parlait, vous avez évoqué le Béninois, ou vous parliez du Béninois comme étant celui-là qui est pacifique et qui, bon voilà, du jour au lendemain, on découvre qu'il y a dans ce Béninois des réactions de violence ou des élans de violence. Moi, je trouve quand même que c'est normal, c'est une réaction pour moi, légitime, même si nous ne devrions, comme le disait tout à l'heure Saturnin Diossou, nous ne devrions pas encourager la violence, nous ne devrions pas, on ne doit pas faire partie donc de ceux qui incitent à la violence. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé le 1er, le 2, comme l'a dit Vigile, c'était déjà peut-être le 28, on s'attendait à quelque chose du genre. Heureusement, parce que le Béninois, effectivement, est épris de paix. Le Béninois pense avant tout... Mais est-ce qu'il faut dire heureusement, puisque à Parakou, on a vu des incendies, oui, on a vu des casses quand même dans le centre du pays. On a vu des incendies, on a vu des casses. Et c'est là, justement, je veux d'abord saluer la police républicaine, parce qu'on a vu quand même une attitude de ces forces de l'ordre qui, sans nécessairement faire usage d'armes à feu ou de leur pistolet ou je ne sais quoi, ils ont quand même su gérer ou contrôler un tant soit peu, d'accord, les manifestants, même si par endroits on a constaté qu'il y a eu des casses, il y a eu beaucoup de biens qui ont été saccagés. Il faut reconnaître que on a dû limiter tout au moins les dégâts. Et c'est le mieux qu'on puisse souhaiter en réalité dans des situations comme ça où, je dirais, environ 20% dites sa loi 80%, je crois que c'est une frustration. Et c'est légitime de la part de ces citoyens de dire, mais comment nous, 80%, on serait là et vous seriez en train de faire ça. Je crois que c'est insulter l'âme de tout un peuple. Et je crois, c'est pourquoi je parlais entre-temps de légitimité, même s'il faut dénoncer ou déplorer les violences qui s'en sont suivies. Maintenant, ce qui s'est passé le 1er, le 2, je crois effectivement qu'on pouvait également éviter ça. Et les auteurs, on doit pouvoir situer les responsabilités. J'ai commencé tout à l'heure en parlant, par exemple, de ces acteurs-là, où, quand vous prenez, je dirais tout au moins, cette chaîne de télévision-là, qui, au cours de cette édition, l'édition où vous prenez le 13h, le 20h, on a constaté quand même que la plupart, on a invité quelqu'un. Il est venu, il a parlé, il a nommé des gens qu'on doit a priori arrêter. Plus loin, on a donné la parole ensuite aux citoyens. Les citoyens ont réagi, les citoyens ont dit, ah oui, effectivement, il faut l'arrêter, il faut agir dans ce sens. On a eu une seule voix, un son de cloche. Et finalement, la conclusion, dans l'esprit, c'était même comme si on préparait les gens à cette éventualité-là. On préparait les gens à cette éventualité. Et lorsque vous préparez les gens de cette manière et que le lendemain, on constate, puisque la personne aussi a été chef d'État, il a peut-être des bras dans l'armée, qui sait. Et on lui dit, ah, vous savez, il y a tel contingent, il y a des forces de l'ordre qui viennent dans telle direction, et il y a ceci, il y a cela. Il peut arrêter. Et vous savez que nous sommes également à l'ère des réseaux sociaux. Et ça prend du coup. On peut ne pas, ça peut ne pas être totalement vrai. Peut-être que ces forces de l'ordre allaient quelque part. Mais lorsque le citoyen lambda constate que
c'est comme ça la situation et que ça commence par tourner. Ils sont déjà habitués, ils savent comment ça se passe. Ils ont vu le cas. Il y a le cas du chef de l'État quand Boni Yayi était encore au pouvoir. Il y a le cas de candidat Zanaï. Nous avons des exemples. Donc quand le citoyen constate ces faits, il se dit, il fait simplement ses recoupements et dit, écoutez, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et vous connaissez la force des réseaux sociaux. Voilà. Ça prend, et puis les gens il disent, suffit de écoute, voir des on ne peut attroupements. pas accepter ça. Les gens se dirigent et voilà ce que nous conséquence. avons eu. La conséquence. Voilà. Moi, je trouve personnellement que c'est des actes à déplorer. Que ça soit autant. Et vous allez constater les manifestants. C'était pas une bande, je dirais, aussi organisée que ça. Ils avaient, c'est vrai. Vous pensez à un mouvement spontané. C'était un mouvement spontané. Saturne Djassou, dans ce contexte de mouvement spontané, pour reprendre l'expression que j'ai prêtée à Ulrich Atinewu, on a quand même observé, vous l'avez rappelé, des casses, des infrastructures vandalisées. Et puis, la police, à un moment donné, s'est retirée, et laissant place à l'armée. On a eu à observer quand même des tirs. Finalement, ça a été attesté, des tirs à balles réelles sur des manifestants à main nue. Alors, finalement, on parle des morts dans un pays démocratique. Des morts. Ce n'est pas des morts qui posent d'abord problème. On meurt partout, que ce soit sous un régime démocratique ou dictatorial. C'est de quoi on meurt qui pose problème ici. Avant d'en arriver là, permettez que je le dise, des cas d'incendie que nous avons connus. C'est là qu'il faut également interpeller notre conscience sur la dangerosité des réseaux sociaux. Il y avait des informations qui circulaient, entre-temps, non vérifiées peut-être ou non infirmées par d'autres, en disant que telle structure appartiendrait à X. Telle chose que vous voyez érigée à tels endroits, c'est pour Y. Ça, là aussi, c'est pour Z. Donc, dans l'imaginaire, on peut déjà dire, les Béninois qui sont de plus en plus friands des réseaux sociaux, de WhatsApp et tout ce que ça circule, il suffit maintenant qu'on écrive que, bon, Soleil FM, c'est pour Ulrich Atinewu, pour que peut-être quand on voudrait atteindre Ulrich Atinewu, qu'on dise, qu'en s'attaquant à Soleil FM, c'est Ulrich Atinewu qu'on s'est attaqué. Et ça n'a pas raté. Si vous analysez les endroits qui ont été attaqués par cette personne-là qui était sortie, qui était dans cette manifestation, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'on soupçonnait derrière ces entreprises des proches du régime, à défaut de dire des gens qui sont au pouvoir. C'est à déplorer. Il ne faudrait pas qu'on s'attaque à des entreprises privées, même publiques déjà on déplore, mais privées à des gens qui ont investi, qui ont recruté, qui ont engagé des Béninois qui travaillent. On ne s'attaque pas à ça. On peut manifester sans s'attaquer à ces choses-là. J'interpellais également des gens sur des messages que ces manifestants tenteraient d'une manière ou d'une autre par ces actes-là d'envoyer. Quand on m'a dit qu'à Niki, on a brûlé une usine. Quand on m'a dit qu'avant, à Kandi, Voilà. quand on m'a dit qu'avant ça, il y a un camion qui était rempli de coton que des manifestants ont eu à incendier, je disais que ce n'est pas au fait le camion en lui qui posait problème. C'est d'ailleurs le contenu du camion. Parce qu'il y a coton, ils se sont dit il faut incendier pour envoyer un message. Des actes à déplorer, je commence par le dire, pour en venir à ces cas de décès dont nous parlons. J'avais commencé par dire que quand on meurt, ce n'est pas le problème, c'est de quoi on est mort qui est le problème. Et ici, vous l'avez dit, nous sommes au Bénin, au pays démocratique, où jusqu'ici, on a dit que notre pays, c'est un havre de paix, on peut s'y retrouver sans danger, les étrangers viennent, voyagent partout. Et du coup, en période électorale, ça commence. On manifeste, on tire, et il y a mort d'hommes. Et c'est là qu'il faut commencer par situer les responsabilités. Moi, je l'ai toujours dit, quand vous apprenez de l'extérieur de n'importe où qu'on a tiré sur une foule de manifestants, on ne cherche déjà pas à savoir forcément de quoi ces manifestants sont munis pour qu'on tire sur eux. Quand on dit foule de manifestants et on dit on a tiré sur eux, c'est qu'il y a un problème déjà. C'est disproportionné. Qui tire, ce n'est que le pouvoir qui a ce pactage d'armes dont il pourrait faire usage. Quand est-ce que le pouvoir pourrait en arriver à ordonner? Je suppose, parce que je l'ai dit, sauf qu'on nous prouve jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, que je ne pense pas que les militaires qui ont fait usage d'armes
ont eu à le faire de façon isolée, sans recevoir les instructions de qui que ce soit. Ce n'est d'ailleurs pas un seul individu. Mais vous avez quand même suivi, quelques heures seulement après, le ministre de l'Intérieur dit quand même qu'il y a eu, vous m'excusez, mais des militaires rebelles qui se sont laissés emporter par leurs sentiments, les émotions sur le terrain et qui ont désobéi aux ordres. Il faut prendre le ministre au mot. Quand on a des militaires qu'on qualifie de rebelles, qui ont désobéi, qu'est-ce qu'on fait? On les met devant leurs responsabilités. Est-ce que vous avez appris jusqu'ici, après peut-être ces propos tenus, qu'une autorité gouvernementale ou de la hiérarchie militaire, une sortie pour dire nous déplorons ceci? Et est-ce que vous avez assisté même de la part du pouvoir vous avez observé de la part du pouvoir une assistance à ces personnes-là qui auraient été tuées? Il y a des actes que nous pouvons analyser. Nous voyons tout au moins des conflits armés dans d'autres pays, ou même en situation de guerre, il y a des couloirs qui sont tracés pour permettre à des secouristes, à des organismes qui sont spécialisés donc, pour aller secourir des vies humaines, même il y a des en situation de guerre, en conflit armé, il y a de ces couloirs qui sont tracés et qui permettent à ces secouristes d'aller chercher des personnes qui seraient d'une manière ou d'une autre atteintes pour qu'on aille les sauver. Même quand vous tirez sur l'ennemi, vous voyez même dans des films où, quand on finit de neutraliser l'ennemi, la première chose qu'on cherche à faire, c'est quoi? On appelle une ambulance pour sauver sa vie. Est-ce que dans la situation que nous avons observée au Bénin, vous avez constaté qu'à Kadian, c'est vrai, on a vu par la suite des véhicules de sapeurs-pompiers qui étaient allés dans un terrain déjà presque désert, récupérer peut-être, je dis peut-être, des cadavres qui gisaient déjà par terre. Mais en pleine action, est-ce qu'on avait senti ce dispositif qui avait été mis en place pour secourir des Béninois qui seraient blessés d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le conseil des ministres qu'il y a eu le 2 mai, est-ce que vous avez entendu de la part du gouvernement des mots de compassion à l'endroit de ceux-là qui ont été touchés? Moi, je le déplore. Au contraire, dans ce conseil des ministres, dans le relevé des conseils des ministres, on a utilisé des mots durs. Ce sont des vandales, des individus, et faites le recoupement avec l'acte de Dantokpa à la descente des anciens présidents de la République. On a tout de suite détecté dans la foule des manifestants des étrangers, des personnes droguées, des personnes qui avaient des explosifs, des armes. C'est que ça justifie peut-être cette indifférence dont moi je parle, parce que je l'ai dit, on a entendu de la part du gouvernement jusqu'ici aucun mot de compassion à l'endroit des victimes. Aucun mot de compassion à l'endroit des victimes. On a déploré, on a toisé, c'est des vandales, c'est des individus qui. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a dit? Des instructions fermes ont été données au ministre de l'Intérieur pour. Quand on dit des instructions fermes ont été données pour amener la stabilité, vous ne savez pas ce que cachent ces instructions. Peut-être que ce qui a été donné, c'était quoi finalement? Tyran sur les gens. On ne saurait le dire. De toute façon, jusqu'ici, on a constaté du gouvernement aucun mot de compassion. Les mots de compassion qu'on a eu récemment, c'est quoi? Il a fallu qu'il y ait des Français qu'on enlève au nord. Un Béninois tué pour que peut-être on soit obligé de dire, ok, condoléances, compassion. Alors qu'il y a des gens qui ont été tués ici. Et je parlais de ce dommage quand on constate que des personnes mortes, pour la plupart, c'est des gens qui étaient seulement dans leur milieu de vie. Cette dame, qui pour moi est même l'emblème de ces martyrs, il faut commencer par les appeler ainsi, qui ne faisait que, selon les témoignages, sortir, aller chercher sa fille, qui était sortie plus tôt pour aller constater, est-ce qu'elle peut aller vendre? Elle a été tuée. Et selon les témoignages qu'on entend, c'est quoi? On tente même de cacher les causes, même en disant que c'est peut-être dans les manifestations que ce serait arrivé. Les parents ont du mal même à accéder au corps. Je trouve que ce n'est pas responsable de notre État. Je ne dirais pas du gouvernement, de notre État. On n'a pas porté assistance à des personnes qui étaient en danger. On a tiré sur les personnes. Quelle que soit la nature de la balle qu'on a utilisée, qu'elle soit balle blanche ou je ne sais quoi, on a quand même tiré. Et quand on est dans ce genre de cas, on doit s'attendre à des blessés, tout au moins, si on ne déplorait pas des morts. Mais on n'a pas constaté ça. Je trouve que c'est grave de la part de notre État. Je ne sais pas si on peut se rattraper encore. Mais de toutes les façons, les actes sont posés. Je dois avouer que quand j'ai fait un tour pour suivre cette vidéo dans laquelle la famille de la dame dont parlait Saturnin Diassou, une martyre, il faut quand même commencer donc par le dire ainsi, j'ai eu la chair de poule, des frissons. Vigile avancé, vous avez également suivi certainement ces témoignages-là qui font le tour des réseaux sociaux. On présente désormais cette dame, la paix à son âme désormais, qui est partie, laissant cet enfant derrière elle. Nous rappelons au passage que c'était une veuve d'ailleurs qui vient de laisser donc cet enfant. Donc les enfants sont sans père ni mère actuellement. Vous avez ressenti quoi en tant que Béninois? Ça doit renvoyer quelle image, quelle leçon doit tirer de tout ce qui nous arrive actuellement?
Puisque vous posez la question directement, j'ai eu beaucoup de douleur à voir cette dame-là. Surtout que j'avais vu, comme beaucoup d'autres, cette image-là de la dame cherchant de l'aide en difficulté, en sang. Quand vous apprenez par la suite qu'elle est décédée et surtout quand vous apprenez toute la charge qu'elle portait ou qui restera, n'est-ce pas, sans porteur désormais, vous dites mais que la nature, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pour ça, n'est-ce pas, que nous avons fait cette option de démocratie que nous avons conduit juste là et que, bon, de toutes les façons, il y a 1000 pensées qui vous arrivent. Et quand cela, n'est-ce pas, coïncide avec les circonstances que vous savez, n'est-ce pas, peu de compassion, n'est-ce pas, et surtout le déploiement que vous voyez par la suite quand il s'agit, n'est-ce pas, de 2 touristes français qui sont, n'est-ce pas, portés disparus dans la Pendiari, d'accord. Quand vous voyez ça, des touristes disparus peut-être toujours en vie, c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, avec autant de moyens déployés pour aller à leur recherche. Je rappelle rapidement 2 avions, n'est-ce pas, qui sillonnent le parc et alentour et région, 100 Rangers, des soldats spécialisés, n'est-ce pas, pour sécuriser le parc. Pour sécuriser le parc, sans compter les autres moyens matériels, n'est-ce pas. Vous dites, est-ce qu'il y a des personnes qui valent que d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent tomber comme ça, telles des mouches, telles des poulets qu'on abattrait de cette manière? Vous ne pouvez pas vous empêcher, n'est-ce pas, d'avoir ce genre de réflexion. Et donc, comme on voit le gouvernement français, n'est-ce pas, prendre soin de ses citoyens, on aurait souhaité, on aurait eu envie également que nos gouvernants en Afrique accordent la même importance à leurs citoyens, que la vie soit aussi sacrée pour ces dirigeants et qu'on œuvre à cela. Quand vous voyez, n'est-ce pas, ces manifestants en France, les gilets jaunes, comme on dit, qui manifestent depuis plusieurs semaines maintenant et qui n'ont pas reçu ces genres de traitement. Je sais qu'il a eu quelques morts, 1 mort ou 2 morts, mais souvent ce n'est pas accident ordinaire. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que la démocratie que nous chantons, nous en sommes vraiment au principe, nous savons vraiment, comme c'est inscrit dans notre constitution, que la vie humaine est sacrée et devait être respectée? Est-ce que nous n'en sommes pas simplement à des incantations? Pourquoi on devait se contenter de ces genres de situations et que ça survient, comment on corrige pour prévenir? Est-ce que les réactions qu'on a, les réactions qu'on aura vont être à la hauteur, n'est-ce pas, de la correction qui devait nous prévenir de ces genres de situations à l'avenir? Je suis malheureusement pessimiste et vous comprenez combien ma douleur est grande et peut-être je ne m'en suis pas encore sorti. Voilà, Ulrich Chatindeou, on ouvre donc le feu sur les manifestants pour les disperser certainement et on compte des morts. Le cas de la dame, le témoignage existe. Vous l'avez suivi certainement. Tout à fait. Quand vous dites on ouvre le feu, ça me rappelle cette image-là. Je sais pas si c'est dans le clip de Nell Oliver ou dans Apartheid, où je vois tirer sur les enfants de Soweto. Je dis, ça me rappelle, c'est la même image pratiquement. On a dépassé ça depuis très longtemps. On a dépassé ça depuis très longtemps. On ne peut plus aujourd'hui tirer sur des civils qui n'ont rien dans la main. C'est pas possible. Et là, si les forces de l'ordre n'ont pas d'autres stratégies, s'ils n'ont pas d'autres stratégies, pour donc recadrer la foule, pour donc exiger ou ramener l'ordre, moi je pense que c'est quand même, c'est grave, c'est dire que ils sont incapables devant certaines choses. Si vous le permettez, Joël, je voulais le dire, vous parliez des manifestants qui avaient tout au moins des pierres, sans arrêter le riche. Je pense que les forces de sécurité sont formées pour même recevoir des jets de pierre.
Je pense qu'elles sont formées même pour ça. Et qu'elles ont même des équipements qui leur permettent de contrer des jets de pierre. Et je trouve que quand on dit parce qu'on jette des pierres, on a tiré, je ne sais pas si cet argument peut tenir. Donc, même armé de pierres face aux forces de l'ordre, je trouve que tirer, quel que soit le type de balle utilisée, c'est déjà très grave. Disproportionné. Et justement, et quand vous suivez même un peu le récit, vous l'auriez constaté, hein, dans la journée du 1er, il y a eu effectivement des soulèvements, mais ce n'était pas quand même aussi grave que ce qu'on a vu, ce qu'on a observé dans la journée du 2. Parce qu'il vous souvienne, c'est toujours, je ne me fie toujours pas aux réseaux sociaux, mais je pense quand même qu'on peut faire un peu confiance à RFI ou à France 24, puisque j'étais encore à la maison quand j'ai suivi RFI qui parlait donc de 2 personnes qui on aurait tiré devant la devanture, je crois, du chef de l'ancien président Boni Yayi. Et voilà, on ne sait justement à l'heure où le journaliste parlait, il n'avait pas plus d'informations sur l'état de santé de ces personnes qui seraient blessées ou mortes. Donc, je pense que c'est déjà là que les choses ont commencé. Et le premier, déjà, on se demandait si, avec ça, les choses allaient continuer ou s'arrêter. Donc, moi, je pense personnellement qu'il devrait y avoir une autre stratégie pour contrer dans les jours à venir. Donc, parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est déjà la fin. En tout cas, nous remercions Dieu pour ce qui est. Donc on appelle à ce qu'il y ait plus de casse, qu'il y ait plus de soulèvement. Voilà, et pacifiquement ce problème. Voilà, et je veux quand même ajouter quelque chose parce que je me dis, je serai à la place de ces élus-là, des 83 qui viennent d'être élus, et que je serai indigné, je serai même déjà sorti pour dire, je ne veux pas être un député du sang. Non, parce que on ne peut pas. Le député du sang. On ne peut pas. Les députés ont été élus dans les urnes, ce n'est pas dans le sang. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas vu. Bon, je sais pas trop. Un peu parler trivialement. Je n'ai pas vu le sang dans les urnes. Mais ce sont ces élections, ces mêmes élections, qui ont conduit à ces violences-là. C'est parce que des gens, à un moment donné, ont dit. Non, nous ne voulons pas de ce code-là, nous ne voulons pas de ces lois-là. On a dit non, il faut continuer. On a continué. Les gens ont dit nous ne voulons pas de cette élection-là. On a dit non, il faut continuer. Les gens sont venus au niveau des résultats. On a dit, mais, on donne les résultats. Les gens ne sont pas d'accord. On dit mais il faut continuer. Les gens ont dit mais écoutez, on ne peut pas quand même se taire tout le temps. On a dit il faut les arrêter. Les gens ont dit c'est pas possible. Donc je crois que c'est une série d'actions. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, sommes-nous à la fin des manifestations? Bien malin, celui qui pourra répondre à cette question. On m'annonce que nous avons en ligne avec nous Monsieur Fernand Azon Nanon. Bonsoir. Bonsoir Fortuné, bonsoir le plateau. Alors vous avez une longue expérience, une vingtaine d'années d'expérience dans les organisations humanitaires de l'ONU. Vous avez supervisé beaucoup d'opérations, participé donc à sauver beaucoup de vies dans des zones de conflit. Vous avez suivi, tout comme nous, les événements de Cotonou du 1er et du 2 mai dernier. Et quelle analyse vous en faites? Alors, je voudrais d'abord saluer vos auditeurs et une fois encore vous remercier pour le travail extraordinaire que vous abattez sur la fréquence 106 FM. Le douanier Souley Siaka que vous avez reçu hier disait que votre radio est l'une des radios les plus en vue au Bénin. Moi, je dirais que votre radio est la meilleure au Bénin pour la ligne éditoriale, le combat citoyen que vous avez décidé de mener avec cette radio. Aujourd'hui, Radio Soleil n'est plus simplement un média d'information, de communication. Vous êtes devenu carrément un instrument de développement, mais un instrument aussi de combat citoyen. Et ça, pour tous ceux qui suivent vos émissions au quotidien, doivent comprendre ce que je suis en train de dire. La deuxième chose que je voudrais dire, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est que des âmes sont tombées. Et Saturnin le disait très bien il y a cela quelques instants. Des gens peuvent mourir. On sait d'ailleurs que les gens meurent dans la plupart des conflits. Il n'y a pas ce conflit armé dans lequel on n'a pas enregistré des pertes en vie humaine. Mais comment? La manière dont les gens sont tués dans les conflits
et ce qui doit nous préoccuper désormais en tant qu'acteurs de défenseurs des droits humains, mais aussi acteurs de développement, que nous soyons des journalistes, que nous soyons des hommes politiques ou que nous soyons des représentants des organisations de la société civile ou simples citoyens. Effectivement, j'ai eu une très longue expérience dans le domaine de la gestion de l'assistance humanitaire post-conflictuelle ou post-conflictuelle. J'ai beaucoup travaillé en Afrique centrale, particulièrement dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Tchad, j'ai connu le Soudan. J'ai eu quelques expériences en Afrique de l'Ouest également, dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais de mes 20 ans d'expérience, j'avoue que ce qui s'est passé hier au Bénin retiendra l'attention de la communauté internationale pour le simple fait que nous avons assisté à une véritable pagaille. Nous avons assisté à ce que je qualifierais de la violation du renversement de toutes les normes qui gouvernent et qui caractérisent la gestion des conflits dans une situation, dans un contexte comme ce que nous avons hier. J'ai vu des images circuler sur les réseaux sociaux et ça ne ment pas. Lorsque vous voyez cette dame qui ne cherchait qu'à aller sauver sa fille, qui ne demandait qu'à aller protéger la vie de sa fille qui est sortie et qu'on a battu froidement, qui n'était pas armé, qui ne faisait pas partie au conflit, qui ne participait pas au conflit, qui n'était pas armé et qui n'était même pas, ne représentait aucun danger dans ce qui s'est passé, mais qui est tombé fatalement et gratuitement, et ça pose des questions. Et la question que ça pose, la première question que ça pose, c'est quelle était la motivation réelle de ceux qui ont tiré? Quelle était la motivation de notre gouvernement, du gouvernement de la République du Bénin, et quelle était la motivation des forces qu'on a envoyées sur le terrain? Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Allez-y. Les forces armées béninoises sont classées parmi les mieux formées aujourd'hui en Afrique. Quand vous regardez la classification des meilleures forces en Afrique, les forces considérées comme les mieux formées, qui sont bien instruites en droit international, humanitaire, en droits de l'homme, vous verrez que les forces armées béninoises font partie des meilleures. Et l'expérience sur le terrain l'a prouvé. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos officiers supérieurs de l'armée sur le terrain. En RDC, au moment où les forces bangladeshis étaient contestées par les populations congolaises dans la région frontalière entre la RDC et l'Ouganda, il y avait plusieurs nationalités, des contingents de plusieurs nationalités sur le terrain. Mais le haut commandement onusien de l'époque en RDC avait préféré que ce soit les Béninois, le contingent béninois, qui aillent remplacer les Bangladeshis. Et ça veut simplement dire que nous sommes reconnus, nos forces sont reconnues en tant que des forces professionnelles. Ce qui s'est passé à Cotonou la semaine dernière, j'avoue que de toute l'expérience de maintien, de toutes les expériences de la participation des forces armées béninoises aux opérations de maintien de l'ordre dans les différents théâtres de par le monde, les Béninois n'ont jamais été reconnus coupables de telles exactions, de telles bavures. Alors je ne comprends pas que les mêmes forces qui sortent du Bénin et qui sont appréciées à l'étranger, qui font bonnes performances et prestations extraordinaires, qui sont classées parmi les meilleures sur le plan régional et international, une fois de retour dans leur pays, soient reconnus coupables de tels actes. Alors, Monsieur Fernand Azonano, vous avez certainement suivi le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, qui qualifiait les militaires qui ont ouvert le feu de militaires rebelles qui auraient désobéi aux ordres. Écoutez, j'ai écrit un article publié dans le... Je n'ai pas de la publicité pour le journal, mais c'est simplement pour vous dire que j'ai écrit un article qui est paru aujourd'hui dans le journal Afrique en Marche. Et dans cet article, j'écrivais ceci, je vais vous le dire très rapidement. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et les conventions régionales de protection des droits de l'homme prévoient des dispositions garantissent les droits fondamentaux des détenus, des accusés, tant au cours de l'incarcération des mouvements de foule devant les tribunaux. Et les États partis à ces instruments, dont le Nord, le Bénin, est parti à la plupart de ces instruments, à l'exception de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, sont néanmoins libres d'user de leurs droits. D'accord.
on estime que des manifestants drogués, violents, doivent être maîtrisés. Mais il y a des manières pour les maîtriser. Mais le fait d'user d'une force disproportionnée et excessive contre des manifestants à main nue, c'est là où justement le problème se pose. Et c'est là où toute la communauté internationale, tout ce qui a été pris comme instruments juridiques internationaux, au niveau de la communauté internationale, est en porte-à-faux avec ce que nous avons fait et ce qui s'est passé, ce que nous avons vu la semaine dernière à Cotonou. Alors, Et où tant peut se que situer ces règles actuellement... Tant que ces règles de protection, ces instruments auxquels notre pays est parti ne sont pas clairement respectés, je vous assure qu'il sera extrêmement difficile pour nous et pour la communauté internationale de croire que ce que nous avons vu, ce qui s'est passé est le simple fait de quelques éléments incontrôlés au sein de l'armée. Alors, c'est difficile de croire à ça. Alors, quels sont les niveaux de responsabilité que vous situez actuellement après ces morts qu'on compte son dénombre à Cotonou? Vous me permettrez d'abord, avant d'aller au niveau des responsabilités, parce qu'il y a eu, vous savez, toute une polémique sur la question de est-ce qu'il y a crise ou est-ce qu'il n'y a pas crise au Bénin. Et là, c'est justement là où le véritable problème s'est posé et c'est là où nous avons fait le faux pas. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Il est important de savoir simplement qu'une crise, c'est un changement subi, favorable ou défavorable dans un événement ou dans une situation quelconque. Simplement, c'est le stade périlleux ou décisif d'une évolution des choses. Si la crise n'est pas résolue, forcément, ça donne ce que nous avons vu hier. Alors, il y a souvent confusion entre crise et conflit. D'aucuns utilisent le mot conflit en lieu et place de la crise ou, disons, inversement. Mais le conflit, c'est simplement une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent à des idées ou à des opinions divergentes et où les attentes des unes sont souvent en opposition avec les attentes des autres. Que le gouvernement béninois, que le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères refuse de reconnaître qu'il y a crise au Bénin, il y a un problème. Et c'est parce que nous avons délibérément refusé de reconnaître qu'il y a crise au Bénin que nous avons assisté à ce qui s'est passé mercredi dernier. Parce que l'étape fatidique, l'étape décisive, ultime qui consiste à reconnaître qu'il y a crise commence déjà par résoudre la crise. Et tant que vous refusez de reconnaître qu'il y a crise, c'est que vous laissez la crise s'exacerber. Et la crise s'est naturellement exacerbée. En matière de résolution de crise, vous savez, il y a plusieurs types de conflits. Je ne vais pas me mettre à les citer à cause de notre temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux importants types de conflits et qui sont liés aux objectifs. Et ce qui s'est passé au Bénin, lié aux élections législatives du mois dernier, disons d'avril 2018, est simplement une question d'incompréhension ou, je vais dire, de confusion des objectifs. Les objectifs de départ, les objectifs qui étaient fixés par le gouvernement pour l'organisation de ces élections étaient-ils très clairs au niveau de l'opposition? Je ne le crois pas. Les objectifs étaient-ils véritablement négociés à l'avance entre les différentes parties? Je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'au préalable, une partie des protagonistes a délibérément fait économie de vérité ou joué à la perfidie en créant de toutes pièces des objectifs irréalisables. Par exemple, on parle de ce fameux certificat de conformité. Et c'est des questions qui appellent, disons, à la divergence des points de vue et de la compréhension même des objectifs de départ sur la manière dont tout le processus électoral devait être organisé. Et quand les objectifs de départ sont faussés, naturellement, il faut s'attendre à l'ouverture d'un conflit comme ce que nous avons. Et maintenant, vous avez dit quelles sont les responsabilités. Absolument. Les responsabilités passent d'abord par la reconnaissance des structures que nous avons sur le terrain. Je vais vous dire, très honnêtement, et quiconque ne pourra me désavouer là-dessus, que les responsabilités sont entièrement partagées. Aussi bien par les pouvoirs publics que par les organisations de défense des droits humains dans ce pays, que par les organisations internationales. Je crois que tout le monde a péché. Vous savez, dans nos pays, il y a ce qu'on appelle les structures de coordination, les comités de coordination, ça dépend du nom que ça prend, selon qu'on soit dans un contexte conflictuel ou non conflictuel.
Dans un pays comme le nôtre, un pays qu'on dit pacifiquement ou en paix relatif, nous avons des organisations internationales qui interviennent au Bénin. Et ces organisations ont une structure de coordination. Elles se rencontrent régulièrement, les chefs de mission, puisque j'ai été chef de mission plusieurs fois, que ce soit au Tchad ou en République démocratique du Congo. J'ai participé à ces rencontres, à ces réunions des organes de ces task force et ces coordinations, ces réunions de coordination. Et dans ces organes de coordination, généralement, les organisations internationales font ce que nous appelons l'analyse sécuritaire du pays. Toutes les réunions des structures de coordination des organisations internationales commencent par l'analyse de la sécurité, avant qu'on ne passe aux activités exécutées dans les secteurs opérationnels par les différentes agences. Et ici au Bénin, nous avons des organisations qui certainement ont des plans de contingence, ont mis en place des plans de contingence et qui ont des dispositifs sécuritaires incorporés dans ces plans de contingence. Et je n'arrive pas à concevoir, à comprendre, jusqu'à l'instant où je vous parle, aucune organisation n'ait pris le soin. Et là, je peux même indexer des organisations comme la Croix-Rouge, pour laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. C'est le rôle de la Croix-Rouge d'aller sur le terrain et de ramasser les blessés. Je sais que ça ne se fait pas de manière désordonnée, parce que lorsqu'il y a crise et qu'il y a conflit, affrontement entre deux parties, la règle numéro 1 est de protéger les volontaires et les secouristes. Mais lorsqu'il y a accalmie, tout au moins cette dame ou toutes ces personnes qu'on a vues tomber sur n'importe comment, sur demi-temps, des compteurs de demi-temps qui passaient, qui ont attrapé des balles perdues, qui sont tombés, mais tout au moins des organisations secouristes d'intervention humanitaire devaient faire au moins ces premiers ramassages. Ça, c'est une première erreur capitale qu'il va falloir corriger. Je ne jette la responsabilité à personne, mais j'estime qu'il n'est pas possible qu'avec le nombre d'organisations internationales et nationales que nous avons, avec des spécialisations sur des thématiques pointues, y compris la gestion des questions de droits de l'homme, des questions du droit international humanitaire, la protection des personnes vulnérables, on n'a vu aucune action venant de ces organisations pour aller sauver ces vulnérables, ces personnes vulnérables qui sont tombées. Le deuxième péché, qui vient également de ces organisations, et une partie aussi, je veux dire, des associations de développement communautaire et autres, c'est que dans tout pays, il y a ce que nous appelons les dispositifs d'évaluation préliminaire de conflits ou de troubles comme ce que nous avons vu. Normalement, quelques heures après les affrontements, les organisations internationales, même si elles ont été surprises par ce qui s'est passé parce que personne ne s'y attendait, ça il faut l'avouer, je crois que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des violences de telle ampleur à Cotonou dans l'espace de quelques heures. Et même moi, je peux vous dire que c'est la caractéristique des violences que l'on n'a pas vite géré, des crises qu'on a niées dès le départ. Parce que j'étais au Tchad, en Djamena, en avril 2016, quand les rebelles sont rentrés dans la capitale. Mais en 6 heures de combat, je peux vous dire que toutes les ruelles de la ville étaient jonchées de cadavres. Et donc, la violence fait partie de la manière dont, je veux dire qu'elle est tributaire ou elle est fonction de la manière dont la crise a été gérée dès le départ. Donc, le fait qu'on n'a pas reconnu comme crise, je crois que ça a affecté aussi les organisations. Il est parti, la ligne s'est coupée, on l'a perdu. On espère peut-être le retrouver avant, peut-être pour lui dire tout au moins au revoir. Vigile Avancé, vous avez suivi le spécialiste de la question. Il n'y a plus débat. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Il a bien raison, je le disais. Et je pense qu'il est aussi plus important, il est d'autant important également de situer ces responsabilités-là. Et surtout pour que ce qui est arrivé n'arrive, pour que on puisse prévenir. Cela est très important. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, comme on le constate actuellement, qu'on se contente de l'accalmie qu'il y a et qu'on se dise, bon, la paix, il y a problème. Qu'est-ce qui nous a amené là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les différentes parties laissent, n'est-ce pas, concèdent pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse surpasser cette crise-là? Il a dit, donc, Fernand Zonano, est-ce que effectivement il y a crise? S'il n'y a pas crise, on n'a pas, n'est-ce pas,
mis en place ces lois-là pour que on en arrive à ces genres de conséquences. Ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections au Bénin. Et il ne sert à rien aujourd'hui de mettre sa force, n'est-ce pas, à démontrer qu'il n'y a pas de crise. S'il n'y a pas de crise, on n'en serait pas là, on ne serait pas en train de compter autant de morts. S'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de problème, on ne serait même pas dépêché les ministres à aller expliquer à des chefs d'État qui sont informés, autant informés que nous à l'intérieur, qu'il y a bel et bien crise. Donc, il faut dépasser cela et pouvoir, n'est-ce pas, s'asseoir. Il est fondamental, on ne peut pas trouver une solution sans dialogue, s'asseoir et pouvoir, n'est-ce pas, mettre tous ces problèmes sur la table, pouvoir les disséquer et arriver, n'est-ce pas, à des solutions au plus rapides si on veut véritablement s'en sortir. Sans cela, eh bien, on serait toujours là. Ceux qui pensent les plaies vont penser les plaies, d'autres plaies vont s'ouvrir. On ne serait pas à la fin. Parce que quand vous voyez visiblement qui a pris la responsabilité, par exemple, de remplacer les policiers par des militaires. Parce que tout le monde sait que les militaires, ce n'est pas leur job, n'est-ce pas, le maintien de l'ordre. Et visiblement, ce qu'on avait sur le terrain ce 1er et ce 2 mai ne surpassait pas les forces de police. Moi, je ne vois pas. Il n'y avait pas juste là des manifestants armés, on n'en avait pas signalé. Donc, je ne suis pas militaire, mais tout de même, on est des observateurs. Il n'y avait pas encore de matière, n'est-ce pas, à ce que les forces de sécurité quittent le terrain pour céder la place à des forces de défense. Et quand vous regardez ces images, il y a déjà, n'est-ce pas, des analyses qui sont faites. Pour la plupart, eh bien, ces personnes-là ont reçu soit des balles à des endroits où visiblement ils n'étaient pas face, n'est-ce pas, à des manifestants. Ils ne bravaient pas des militaires. D'autres ont reçu des balles par derrière. Ça veut dire qu'ils étaient en position de fuite. Donc, visiblement désarmés. Si on suppose qu'ils étaient armés, qu'ils étaient en train de fuir. Et dans ces genres de conflits armés, les règles, c'est que vous ne devriez plus tirer sur ces gens de personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les militaires ont dégainé? Qui a d'abord pris la responsabilité d'envoyer les militaires sur le terrain pour aller... Est-ce que cela dépassait les forces de police qui étaient sur le terrain? Est-ce que ces forces ne pouvaient pas recevoir, n'est-ce pas, de secours et pouvoir arriver à bout de ces manifestants? Il faut situer les responsabilités. Il faut guérir de ces plaies. Bon, malheureusement, jusqu'à là où nous parlons, ça serait compliqué de trouver des réponses à toutes ces questions, déjà avec la polémique autour de l'accès au dossier médical de la dame qui est morte. Bien sûr, qui est comme une tentative de maquillage de la vérité, parce que la dame, si vous écoutez son récit, elle dit que la blessée avait d'abord été admise à l'hôpital de Ménotin, qui avait dans le dossier notifié que c'était des balles qui avaient transpercé. Et qu'on ne pouvait pas extraire les balles. Qu'on ne pouvait pas extraire, et c'est pour cela qu'elle avait été référée ailleurs. Voilà. Et donc, que le dossier disparaisse de cette manière-là, je pense qu'il est même pour le pays, pour l'image, il est important qu'on situe les responsabilités, parce que ces images ont traverser le monde avec des colonnes de militaires en train de tirer sur des foules. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas Alors, bon. Ulrich Atineau, votre avis après avoir écouté le spécialiste? Non, je pense aujourd'hui qu'il faut régler la crise. Nous sommes en crise, il faut donc trouver des solutions pour donc oublier, pour donc conjurer ces épisodes au passé. Sinon, on va penser, et c'est là justement je déplore effectivement les missions d'observation, que ce soit de l'Union africaine, de la CEDEAO et autres, qui sont venus au pays, qui ont produit des rapports, mais on ne sait ou on n'a pas senti, puisque des gens sont venus et ils ont constaté, ils ont dit que la situation était sous contrôle. Ils ont observé les élections, ils n'ont pas observé les événements de Kadian. Ouais,
on est là et vous aussi, vous savez ce qui s'est passé. Ils étaient là pour tout au moins la situation. Je parle tout au moins de cette situation préélectorale que nous avions vécue, cette tension qui prévalait dans le pays. Ils sont venus, mais leur médiation n'a abouti à rien. Donc il faut régler la crise. Il faut trouver des solutions. Mais est-ce que c'est de leur faute si les acteurs du dedans ont refusé d'admettre qu'il y a crise? Et que la crise est enlisée, que les gens disent si les acteurs à l'interne refusent de reconnaître qu'il y a crise, mais je crains que cette accalmie ne soit temporaire ou ne soit pour un temps, ne soit précaire. Donc personnellement, il faut que nous trouvions de solutions à ce que nous vivons, à cette crise-là, pour que véritablement qu'on n'en parle plus, pour que cela ne ressurgit pas, pour donc troubler davantage notre quiétude. Saturne Yassou, un mot sur tout ça? La plus petite frustration peut amener à des situations que nous avons connues. À vouloir faire la politique de l'autruche, on se retrouve à gérer des cas qu'on aurait pu anticiper, des choses, des conséquences qu'on pourrait, des crises, en tout cas, des conséquences graves qu'on aurait pu prévenir. L'autre chose, c'est que on n'a peut-être pas fait attention à ça, mais le témoignage de la sœur de la dame défunte révèle de graves défaillances sur les dispositions qui ont été mises en place pour d'ailleurs secourir. Je reviens là-dessus. Imaginez, la dame est tombée à Kadiom. On a dit elle vend, non loin de l'école primaire publique de Kadiom. Dans la description qui a été faite, c'est que de la nuit jusqu'au petit matin, avant que la dame ne décède, on a quitté Kadiom. On est allé à Ménoté. Alors que le CNH était à quelque part de là. Plus proche de Kadiaou. S'il y avait réellement ces couloirs humanitaires qui étaient prévus, je crois que les spécialistes auraient qu'elle a reçu une balle, selon ce qu'ils auraient constaté. Le premier endroit où il faut aller, ce n'est pas à Ménoté, c'est à Kadiaou, c'est plutôt au CNH. Et c'est parce que ce n'était que les parents qui géraient ça. Il y a eu d'autres images sur lesquelles, je crois, quelqu'un qui était par terre avait des hymnes qui tentaient d'aller au secours de la personne, mais parce qu'il y avait des balles qui sifflaient, les gens étaient obligés de fuir et de laisser le monsieur qui était par terre. Qu'en est-il par la suite? On ne saura le dire. Et si on allait au CNHU, est-ce que le service des urgences, c'est vrai comme on dira que ça a été, on a connu un cas d'incendie, est-ce que le CNHU s'était apprêté là pour gérer? Parce que je crois qu'en tant qu'autorité, c'est aussi ça le rôle du gouvernement. Quand on est ministre de la Santé et qu'on constate qu'il y a une situation comme ça, on active ces zones dans lesquelles on pourrait se retrouver débordé par des flots de blessés ou pourquoi pas des gens. Et on met en place un dispositif pour secourir des vies le plus urgemment possible. Tout ça n'a pas été fait. C'est un péché, c'est un crime. C'est un péché, c'est un crime. Parole de Saturne Yassou. Et toute la nation debout s'indigne contre ces pertes en vies humaines. Rien ne vaut la vie. La Constitution était claire. La vie humaine, elle est sacrée. Elle est inviolable. Et c'est ici que je mets un thème avec un ton grave à cette émission. Paix encore une fois l'âme des Béninois qui sont passés de vie à trépas. À demain.